Bonsoir à tous, comme vous le savez, c'est les élections, vous êtes artisans, il faut aller voter pour avoir un président qui reste 5 ans, on va tout faire, de toute façon on n'a pas trop le choix parce que là il faut vraiment qu'on avance, on a beaucoup de choses à faire et comme vous le savez les Guadeloupéens font beaucoup de choses, donc on se développe, on crée, on est novateur dans beaucoup de domaines et il ne reste plus qu'à avoir une chambre qui puisse suivre et qui puisse avoir le même engouement, le même mouvement que les artisans de manière à ce que je puisse, comme d'habitude, continuer de goûter tous vos produits et de découvrir tout ce que font nos artisans guadeloupéens. Ce soir, nous sommes avec la liste Une nouvelle voie pour l'artisanat. Bonsoir, monsieur Patrick Hubert. Est-ce que vous pouvez vous présenter et nous présenter votre plateau et votre liste ce soir? Bien sûr. Bonsoir Sabine. Bonsoir les téléspectateurs et téléspectatrices de Canal 10. Je suis Patrick Hubert, donc je suis dans le métier du pressing et de la blanchisserie et j'ai l'honneur de conduire la liste Une nouvelle voie pour l'artisanat et avec moi, bien entendu, deux colistières, Madame Sonia Boraton et Madame Clotilde Yvelise. Alors bonsoir mesdames, j'espère que tout se passe bien. Comment vous le sentez? Pour l'instant, ça se passe comment pour vous sur le terrain? Eh bien, ça se passe très bien. Nous sommes comme d'habitude, parce que c'est pas le jour des élections qu'il faut aller à la rencontre des artisans. Et d'ailleurs, c'est même quelque chose qui est très reproché à la Chambre des métiers, cette proximité, parce que, bon, malheureusement, c'est pas fait tout le temps et c'est pas fait pratiquement du tout. Donc aujourd'hui, eh bien, c'est avec plaisir que nous retrouvons les artisans parce que nous sommes sur le terrain, mais nous ne sommes pas sur le terrain uniquement parce qu'il y a les élections. Nous avons toujours fait ça. Moi-même, je l'ai toujours fait parce que j'ai beaucoup d'amis artisans et c'est vrai que les choses se passent plutôt pas mal, bon, excepté quand même qu'il y a quelques artisans qui n'ont pas encore reçu leur matériel de vote, mais sinon, bon, et c'est vrai que ça demande beaucoup de sacrifices aussi. D'accord, alors avant de commencer, de partir vraiment du côté économique de votre programme, je vais vous poser une question. Vous étiez avec Monsieur Vainqueur avant, pourquoi est-ce que vous n'êtes pas sur sa liste? Vous savez, je suis au service des artisans. La liste, les artisans du changement, avait un projet qui n'a pas pu aboutir. Donc, après ce constat, le constat de cet échec-là, eh bien, nous n'avons pas eu d'autre choix que de proposer quelque chose de nouveau, que de proposer justement une nouvelle voie pour les artisans. Et tout naturellement, eh bien, l'équipe, en tout cas le projet, Une nouvelle voie pour l'artisanat, a vu le jour. D'accord. Sous la présidence de Gabriel Foy, vous étiez dans le bureau, vous faites partie des gens qui ont démissionné? J'étais élu. J'étais élu, non, parce que ce n'est pas forcément les gens qui ont démissionné, c'est-à-dire que Gabriel Foy, je n'ai pas adhéré à son projet et à son programme, tout simplement parce qu'il n'a pas été élu par les artisans. Et d'ailleurs, les autres candidats, c'est-à-dire M. Lasserre, M. Adélaïde, ont récemment, j'étais sur l'antenne d'une autre radio, ont récemment reconnu qu'ils avaient combiné, ils avaient comploté pour que M. Foy ait la présidence de la Chambre de métier. Donc, ce sont des gens qui ont l'habitude de faire des choses un peu entre eux. Et donc, je n'ai pas adhéré au projet de Gabriel Foy parce que bon, j'ai considéré qu'il n'était pas légitimement élu par les artisans et puis bon, et son programme n'avait pas été non plus validé. D'accord. Disons que son programme ne vous convenait pas. Pourquoi avoir démissionné en pleine crise mondiale économique? On était en train de faire beaucoup de choses pour les artisans. Tout a été bloqué. Ah non, écoutez, d'ailleurs, je pense que quand le préfet Gustin a révoqué, parce qu'au départ, il s'était prévu de dissoudre le bureau. Et je crois que
ça aurait été peut-être la meilleure solution à l'époque, c'est-à-dire dissoudre le bureau et sans dissoudre l'Assemblée générale, dissoudre le bureau et procéder à l'élection d'un nouveau bureau, c'est-à-dire un nouveau président, un nouveau premier vice-président, un nouveau deuxième, un nouveau troisième, enfin bref, et ça aurait peut-être, il y aurait eu un nouveau bureau constitué, peut-être avec une majorité de ce bureau-là, pourquoi pas. En pleine crise, encore une fois, en pleine crise économique, est-ce que c'était vraiment le moment, concrètement? Non, je vous explique la jeunesse, c'est-à-dire que je ne vous parle pas de la démission, la dernière démission de tout le bureau. Je dis, quand l'affaire, M. Gustin, le préfet, a révoqué le président qui était un... Monsieur, là, vous me parlez de Monsieur Vainqueur. Évacuons. Restons sur Monsieur Foy pour la dernière présidence, puisque c'est ce qui a bloqué la Chambre, c'est ce qui a empêché un petit peu d'avancer. Pourquoi, à ce moment-là, en pleine crise, alors qu'on était en négociation avec les différentes choses pour les subventions, pour mettre le plan de relance, pourquoi ce moment-là? Non, on n'était pas en négociation. Et même M. Foy se plaît à dire qu'il a fait des choses, donc il n'y avait rien qui bloquait. C'est vrai, puisqu'on l'a fait ensemble. Et on a dû arrêter, puisque justement on devait faire une autre interview avec le ministre des Petites Entreprises, où on n'a pas pu la faire parce qu'on s'est retrouvé sans président. Donc j'ai dû tout annuler. Pourquoi ça? Non, mais écoutez, je prends un exemple très simple. C'est pas nous qui avons annulé c'est le préfet qui a décidé, bon voilà, il y avait trop de choses qui se passaient à la Chambre et que voilà, il allait dissoudre le bureau, l'Assemblée générale complètement. C'est pas seulement le bureau, c'est tous les élus de la Chambre, il a dissous l'AG de la Chambre. Bon, après il y a une commission provisoire. Donc la commission provisoire a continué, je crois. Oui, mais ce ne sont pas des présidents. Je veux dire, ils peuvent pas, il y a beaucoup de choses qu'on n'a pas pu faire. C'est le jeu aussi de j'ai pas envie de dire de la démocratie, hein, mais voilà, en tout cas, moi, je n'ai pas adhéré au projet de M. Foy. Et puis, bon, les autres... C'était pas suffisant pour tenir, ne serait-ce que pour les artisans guadeloupéens, même 6 mois de plus, par exemple, pour essayer de passer le plus gros du... Parce que là, on était quand même en pleine négociation au niveau de la Guadeloupe. Non, pas... Parce que il faut savoir que la crise économique, la crise sanitaire est arrivée un peu après. Je sais, j'ai fait tout le suivi, monsieur. D'accord. Je vous rassure tout de suite. D'accord. C'est moi qui ai reçu les ministères, donc je sais à quel niveau on était. Ne vous inquiétez pas sur ça. Alors, je vais vous poser, là, on va arriver sur la partie économique. Comme vous le savez, on avait mis en place des débats, je ne sais pas si vous avez eu le temps de voir les débats avec sur différents thèmes, et nous ouvrons tous les sujets sur tous les problèmes qu'il faudrait régler et qu'il faudrait mettre en place pour pouvoir faire avancer la Guadeloupe. Donc là, on va vous passer un extrait sur tout ce qui est les matériaux biosourcés, puisque la Chambre de l'artisanat s'occupe, comme vous le savez, de tout ce qui est bâtiment, construction. C'est votre spécialité, c'est à vous de former les jeunes pour ça. Absolument. On regarde la vidéo, on revient après. Nous avons des jeunes qui vont bientôt créer des nouveaux bâtiments. Est-ce que ce sont des choses qui sont prises en compte? Est-ce que vous voulez intervenir, par exemple, sur comment vous, au niveau de ce que vous avez mis en place, de ce que vous proposez, de ce que vous testez, parce que c'est important qu'on puisse construire notre prochain environnement en prenant en compte toutes ces choses. Est-ce que vous pouvez intervenir sur ce point? Alors, pour préserver justement ces fameuses espèces. Alors, c'est vrai que concernant les ressources, les matériaux, donc c'est ce qu'on appelle des matériaux biosourcés. Donc, ce sont des matériaux locaux pour la construction. Donc, je pense typiquement au mahogany pays, qui est très présent chez nous, mais on a perdu cette culture de sylviculture. Je pense au pareil pays, je pense au coco. On ne sait pas que le coco, c'est un excellent isolant thermique. Il suffit de faire le test. On coupe un coco quelconque en pleine chaleur. L'eau à l'intérieur est fraîche. Donc en fait, la coque du coco en fait, est un isolant thermique. Je pense à la gaulette. Je pense à différentes variétés de bambou. Donc on a le bambou local vulgaris qui est très bien pour les brise-soleil par exemple. On a d'autres types de bambous qui ne sont pas envahissants, qui poussent en Martinique, comme le guadua bambou ou l'angustifolia, qui devraient être peut-être expérimentés, voir les possibilités à développer. On a également aussi la terre, par exemple en Martinique, il y a une grande filière terre pour le terre cuite pour les toitures, les tuiles, les murs, les briques de terre. Donc c'est vrai qu'il y a encore beaucoup de choses à faire, à développer, à expérimenter. Donc c'est vrai que cette partie, je le traite surtout avec des élèves ingénieurs pour les sensibiliser sur les différentes façons de construire et construire avec des matériaux, mais également sur l'intelligence propre de construire.
construire. Revisiter un peu ce qui était présent auparavant et de voir comment on peut l'améliorer. Voilà. Et ça va aussi avec une démarche d'adaptation à notre culture. Notre culture aussi avance et il faut que les matériaux et la façon de construire avancent avec tout cela. Alors voilà, donc là on a parlé de biodiversité, on parlait de tout ce qui était matériaux biosourcés. Vous, en tant que chambre de l'artisanat, on entend beaucoup parler d'énergie bleue, énergie verte. Est-ce que vous avez envie ou est-ce que vous avez l'impression qu'il faut qu'on commence à se lancer? Parce qu'en Guadeloupe, on peut impulser quelque chose sur ce point, ne serait-ce que par rapport à tout ce qu'on a, tremblements de terre, on a des cyclones, on a tout ce qu'il faut. Est-ce que, en plus, on a des filières coco, on le sait, il y a beaucoup d'artisans qui travaillent le coco. Est-ce qu'on pourrait, par exemple, développer une filière en disant tel artisan fait de l'huile, l'autre récupère pour faire des bijoux, l'autre récupère pour faire du matériel isolant? Est-ce que ça, ce sont des idées auxquelles vous avez déjà réfléchi pour l'avenir, pour l'artisanat guadeloupéen? Alors, écoutez, il faut le faire. C'est pas est-ce qu'on peut. Ce sont des filières d'avenir. Alors, c'est vrai que souvent, nos politiques nous parlent de croissance bleue, croissance verte, mais au-delà de ça, ces filières-là, il faut vraiment les développer, il faut vraiment axer, j'ai envie de dire, un programme multifilière, parce que vous avez parlé du coco, mais il y a d'autres choses. Et effectivement, alors, très souvent, on a le coco, l'eau de coco, on a la chair, on a la coque, on a tout un ensemble de choses. Malheureusement, peut-être qu'il faut organiser tout ça. Alors, organiser tout ça, ça nécessite la mise en place de cette filière par les organisations professionnelles, c'est-à-dire que les différents secteurs de ces différents métiers autour du coco ou autour d'autres produits. Que ce soit même les autres déchets. Absolument, on a entendu, on a une artisane qui fait du maquillage, des bijoux avec les marcs de café. Avec les marcs de café, absolument. Donc ça veut dire qu'on peut trouver matière pour faire un petit peu toutes ces choses, mais en organisant les filières. Un métier vraiment professionnalisé. Alors, s'il faut de la formation, il faut peut-être mettre en place des formations avec, bien entendu, tout ce qu'il faut, parce que nous avons quand même des artisans de talent. Et on a des ingénieurs. Il ne faut pas les oublier. Et là, l'extrait là nous témoigne que nous avons des ingénieurs qui forment encore d'autres ingénieurs. Donc nous avons tout ce qu'il faut. Donc seulement il faut que nous arrivions à organiser tout ça. Et ça, c'est vrai que la chambre de métier doit être un petit peu le moteur, en tout cas celle qui impulse toute cette dynamique-là et toute cette organisation. Mais c'est vrai, c'est un chantier. Mais en partenariat avec, bien entendu, nos institutions, il faut que la Chambre de métier prenne toute sa place, parce que c'est lui, la Chambre consulaire, c'est lui qui doit accompagner, qui doit organiser, qui doit aider à monter les dossiers, à faire tout ce qu'il faut pour que ces filières-là voient le jour. Est-ce que c'est des sujets sur lesquels vous aviez déjà quand même un petit peu commencé à discuter ou pas quand vous étiez peut-être à la Chambre avant? Parce que ça fait un moment quand même qu'on parle de biodiversité et surtout qu'on parle de recyclage, vous savez, éviter de manger les trucs conteneurs qui arrivent tous les jours, après il faut en fuir. Vous avez déjà commencé à réfléchir sur ce point? Disons que moi, à la Chambre des métiers, là, le temps que j'ai fait quelques mois, je ne m'appelle plus. Ah, vous étiez 18... quand même non, vous n'étiez pas vice-président avec Oui, j'étais vice-président, mais ça ne veut pas dire que parce que vous êtes vice-président, vous êtes le président. Hein. Mais il faut quand même qu'on ait des vice-présidents qui prennent leurs responsabilités. Non, il faut être clair. Allez-y. Alors, l'institution a un fonctionnement. Alors, il y a des choses qui peuvent être faites et il y a des délibérations qui doivent être prises. Une délibération, c'est le bureau qui se réunit et voilà, il y a ça sur le tapis, le président a pensé à telle chose, soumet au bureau, le bureau valide ou ne valide pas. Donc, mais moi, en tant que vice-président, je ne peux pas dire, bon voilà, je viens, je fais ci, je fais ça, je sais pas. Donc vous ne pouvez pas apporter des propositions, par exemple? Des propositions, mais les propositions sont proposées au président, après qui parle à la secrétaire générale, et puis si c'est... tout ça est bien compliqué, quoi, c'est ça? C'est pas compliqué, mais il y a quand même un fonctionnement. Donc les choses, c'est pas comme si j'arrivais avec mon idée, je dis tiens, et si on faisait ça?
Non. Bon, est-ce qu'avec votre future liste, ce sera comme ça? Parce que moi, j'aime bien quand ça va vite, quand ça va fort, qu'on travaille. Est-ce que avec votre liste, s'ils ont des idées, vous allez prendre leurs idées? Et est-ce que si on faisait ça et que tout le monde doit se mettre dessus? Rassurez-vous, c'est notre leitmotiv un peu aujourd'hui, parce que c'est une équipe, c'est pas une personne, c'est une équipe et tout le monde a le droit. Et quand moi-même je fais des choses qui correspond pas forcément à l'assentiment de tout le monde, on me dit je suis pas d'accord, parce que nous sommes en collectivité, nous sommes un groupe, nous ne sommes pas une personne, donc il y a plusieurs têtes, plusieurs pensées, et on doit justement travailler dans ce sens si nous voulons que cette équipe-là, quand on sera à la chambre de métier, puisse faire un travail, mais en toute collégialité et en harmonie. Il faut qu'on apprenne à se respecter, il faut qu'on apprenne à échanger les idées, il faut qu'on apprenne à partager les idées, il faut qu'on apprenne à respecter aussi les idées des autres, il faut qu'on apprenne surtout à faire avec les autres. C'est-à-dire, demander qu'est-ce que tu en penses, demander qu'est-ce que tu veux mettre. Alors, nous avons fait un travail formidable pendant nos quelques jours de terrain. Nous avons rencontré des artisans et nous avons conçu un programme. Oui, un bon point pour vous, parce que vous m'avez envoyé le programme. Je vous donne votre point pour ça. Ce programme a été pensé et réalisé par les artisans. Donc, tous les artisans qui étaient là, celui-là a dit, tiens, il faudrait peut-être penser à ça, il faudrait peut-être faire ça, il faudrait rajouter cela. Et c'est comme ça que nous avons construit ce programme. Donc, d'accord, on va en parler tout à l'heure. Je voudrais vous entendre, mesdames, sur tout ce qui est écologique, parce que les artisans, ils y pensent quand même, eux, depuis quand même un petit peu quelques années. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que c'est un axe que vous voulez, que vous souhaitez développer? Comment on peut y arriver? Allez-y. Bon, d'abord, je me présente. Je m'appelle Sonia Boraton. J'ai 2 métiers et j'ai 2 passions. Et ça va sûrement vous intéresser à tous les coups par rapport à ce que vous venez de dire. Je suis dans l'esthétique et je suis aussi dans la couture. D'accord? Au niveau de l'esthétique, je suis engagée. Je suis présidente du syndicat de l'esthétique. Ça fait 7 ans que je suis à la disposition en fait de mes amis, de mes collègues artisans. Ça fait 7 ans que je préside, ça fait 7 ans qu'on travaille ensemble. Et justement, vous avez parlé d'un sujet qui peut m'intéresser. Au niveau de l'esthétique, il y a déjà un label qu'on appelle développement durable. Et le label développement durable, au niveau de la Guadeloupe et de l'esthétique, il faut savoir qu'en Guadeloupe, je suis présidente du syndicat d'esthétique et nous sommes chargés de former les esthéticiennes. Justement. D'accord? Ça fait 7 ans que je suis là. Depuis 7 ans, chaque année, petit micro, on remet-toi à ta place. Depuis 7 ans, nous détenons le record de formation par rapport à tous les autres départements. Nous faisons facilement entre 15 à 16 formations, groupes de formation au niveau de l'esthétique. Et chaque groupe, c'est à peu près 10 personnes. Donc, ça veut dire 160 esthéticiennes viennent se faire former au sein de la CNAIB Guadeloupe. D'accord? Donc, je reviens sur le développement durable. Le développement durable est super important parce que dans le développement durable, ça va permettre, et nous détenons aussi le record d'instituts en développement durable par rapport à la France. Parce que dès que cette formation est sortie, la première chose que j'ai faite, j'ai dit oui, moi je veux Guadeloupe-Martinique, parce que j'ai une collègue aussi en Martinique. Et le développement durable tourne autour aussi des produits naturels en esthétique. Absolument. Plus on a des choses qui sont naturelles, plus on a des choses qui préservent comme votre climatiseur, comme la lumière, toutes ces petites choses-là qui vont permettre de sortir un chiffre d'affaires et puis d'aller vers tout ce qui est naturel. Ça, vraiment, le développement durable, on rentre en plein dedans. Voilà. Et le développement durable, pourquoi c'est aussi intéressant au niveau des instituts de formation? Ça permet aussi de mettre les choses à plat. C'est-à-dire, si vous n'êtes pas inscrite à la Chambre des métiers, vous ne pouvez pas prendre cette formation en développement durable. Ça va de soi. Et du coup, on va bientôt avoir un site où on va avoir toutes les esthéticiennes qui ont suivi le développement durable. Et ça va permettre aussi de nettoyer
la petite concurrence déloyale qu'on a de temps en temps, Ouais. pour ne pas dire beaucoup. Oui, beaucoup, mais ça, on va faire une émission spéciale sur ça. Bah justement, je vous pose la question, je l'ai posée à tous les candidats. Si demain vous êtes président, est-ce que vous allez continuer, est-ce que vous allez nous accompagner pour le financement de nos émissions économiques? Est-ce que je peux vous envoyer un dossier, une demande? Écoutez, absolument, pourquoi Si tu dis non... Non, pas du tout, au contraire, il a le droit, comme ça je sais, il ne faut pas que j'envoie. Non, mais c'est pas une question à poser. Vous êtes en Guadeloupe, vous êtes une télé de proximité, parce que ça, on le prône énormément, la proximité. Ça veut dire que, et je crois que peu importe ce qui s'est passé à la Chambre, mais vous avez toujours été là, vous avez toujours été présente. Quand je dis vous, je parle de Canal 10. De Canal 10, donc sur les actions que porte la Chambre. Donc non, ça... Il n'y aura aucun problème là-dessus. Bon, merci, comme ça, tout le monde m'a dit oui. Je suis contente pour l'instant. Oui, non, mais bon, parce que... On verra comment ça va se passer, ne vous inquiétez pas. Je crois que... Est-ce que vous voulez dire un mot sur ça, sur ce qu'on vient de voir, les matériaux biosourcés? Là, on a entendu pour le maquillage, pour la construction surtout, parce que là, on est dedans, on a entendu, il y a des gens qui font même des maisons avec des conteneurs. Il y a des travaux, la région commande tous les jours des travaux, par contre. Donc ça, c'est une question que je leur ai posée le jour du débat, puisqu'ils étaient là. Donc, est-ce que vous avez des idées? Est-ce que ça commence à monter? Est-ce que vous y pensez? De comment on peut faire cette transition? Je sais que ça va être long, hein, c'est quelque chose qui va se faire sur une génération, mais il faut enclencher. Est-ce que c'est quelque chose qui vous parle? Alors, bonsoir, Yves-Lise Clotilde. Je suis aussi esthéticienne de formation, mais je me suis plus orientée, moi, vers la formation. Voilà, la formation esthétique et la formation en langue des signes, spécifiquement. Ah, ça c'est bien. Voilà, donc c'est vrai que, oui, moi j'y pense, ça fait un moment. Déjà, bon, on a commencé par le tri, pour commencer un petit peu à atténuer tous les problèmes de pollution qu'on a, même si en Guadeloupe on sait bien que c'est pas encore vraiment bien mis en place. On a encore des communes qui n'ont que 2 poubelles, on en a qui n'ont toujours qu'une seule poubelle, donc effectivement c'est pas toujours évident et toujours intéressant d'aller dans une benne. Parfois quand on arrive, la benne elle est pleine, du coup on repart avec ses déchets à la maison en attendant de trouver quelque chose de vide. Donc c'est vrai que moi, au niveau des enfants, ça c'est quelque chose que j'ai déjà inculqué, j'insiste beaucoup là-dessus pour qu'ils puissent bien faire le tri. Avec toutes les informations qu'on a, on voit bien comment est en train de se dégrader la nature, est en train de se dégrader notre environnement, l'air, l'eau, etc. Donc c'est vrai qu'il est important qu'on puisse axer un peu plus sur le développement durable, sur la biodiversité. De plus en plus, ce qui me fait plaisir, c'est toutes les constructions que je vois qui commencent de plus en plus à se faire en bois. Le bois revient, laisse la place. Voilà. Avant, c'était beaucoup de béton. Et quand je passe parfois et que je vois une maison, mais avec des lattes de bois, je dis, elles sont magnifiques. Et ça développe 2 filières en plus. Voilà. Donc, ça veut dire que l'artisan, le menuisier, il faut qu'on en ait d'autres, il faut qu'on en ait de nouveaux, il faut qu'on puisse avoir la nouvelle technologie. Par exemple, pourquoi aussi ne pas nous se lancer dedans? Voilà, exact. Moi, ce qui m'a fait le plus plaisir, c'est vraiment le bois que je vois qui revient. Pareil, tout ce qui est en aluminium, mais commence un petit peu. Je ne dis pas que ça commence ça ne part pas, parce que c'est vrai qu'au niveau sécurité, c'est encore très intéressant. Mais il y a beaucoup de personnes qui ont envie justement de retourner à cette nature et qui ont recommencé à mettre des grosses portes et ne pas mettre forcément des volets roulants, à faire. Voilà. Donc vous, vice-présidente de Monsieur Hubert, vous irez voir Monsieur Gadarcan, tous les constructeurs pour leur dire attention, il faut qu'on commence, ne serait-ce pourquoi pas investir après tout, pourquoi pas faire une caisse pour la chambre je pense que vous pouvez mettre ça en place pour que chaque constructeur puisse mettre, 5% de leur chiffre d'affaires pour financer les formations pour nos ingénieurs, nos jeunes ingénieurs. Et vous êtes content d'entendre que je dis ça, mais je ne suis plus à ça près, je vous recevrai et vous connaissez déjà. Non, mais parce que nous avons besoin de former des jeunes ingénieurs. Et pour ça, il faut du budget, il faut qu'on arrête de demander tout le temps à la France son temps pis. Tout à fait, non, je suis bien d'accord avec vous. Alors, on va attaquer à votre programme. Alors, un bon point pour vous, parce que vous m'avez envoyé votre programme, donc vous et la liste de Monsieur Foy, vous êtes les 2 seuls à m'avoir envoyé votre programme, ça fait plaisir. Donc comme ça, j'ai sous les yeux ce que vous comptez faire. Est-ce que vous pouvez nous expliquer et nous dérouler tout ça, s'il vous plaît? En plus, vous avez 2 grands axes sur la formation continue, le CFA. Expliquez-nous ce qu'ils sont. Qu'est-ce que vous voulez faire pour ça? Alors, formation continue, je dirais.
Alors, Allez-y. Donc, alors, Allez-y, je vais laisser le soin à Sonia. Donc, le domaine de la formation, moi, c'est un domaine que j'adore. Franchement, c'est une de mes passions. Pourquoi? Parce que au niveau de l'esthétique, je m'occupe de toute la formation des esthéticiennes, mais au niveau de la couture, j'ai 30 ans dans le domaine de la formation à former les gens CAP, BEP, Bac Pro, BTS, métiers de la mode. Et ça m'a permis, en fait, de m'intéresser un peu plus à la formation au niveau de la Chambre des métiers. Et au niveau de la Chambre des métiers, il y a 2 axes. Il y a un premier axe qui concerne toute la formation professionnelle, c'est-à-dire la formation avec les OP. Je continue? Oui, allez-y, Oui, allez-y. okay. Donc, il y a la formation avec les OP, la formation professionnelle. Et de l'autre côté, il y a le CFA, les apprentis. Et en regardant un peu comment ça a décliné, je préfère dire que ça a décliné, depuis le mandat de M. Songeon, après M. Lebeau, après le nombre d'apprentis, ça a diminué. Mais toute notre jeunesse part, madame. Oui, mais je suis tout à fait d'accord, je suis consciente de ça. De plus en plus, on se rend compte que la peau de chagrin diminue, que ça soit sur la formation continue pour les artisans, que ça soit sur la formation des apprentis. Et au niveau des apprentis, on se rend compte que c'est ce qui fait vivre une chambre, c'est ce qui va faire qu'on va avoir une relève. Et là, on se rend compte, mais bon Dieu, on n'a plus de relève, qu'est-ce qu'on fait? Il faut réagir. La pêche, par exemple, c'est la catastrophe. Voilà, il n'y a pas que la pêche. Hein. Oui, mais c'est pour un exemple, parce que c'est flagrant. Voilà. Il nous reste 1/4 de notre flotte. C'est vrai. Donc, je prends l'exemple en couture aussi. En couture, ça descend. Aussi, exactement. Ça descend. On n'a pas il n'y a pas beaucoup d'entreprises artisanales qui vont engager des apprentis. Et surtout que... alors l'État a mis en place quelque chose pour ça. Oui. Voilà. Donc, là, maintenant, ce qui nous reste à faire, c'est d'aller vers les entreprises artisanales, de passer l'information, parce que je pense qu'il y a un problème de communication. Alors, les entreprises me disent, je pense, communication... On ne va pas les voir. Je ne suis pas sûre. Surtout que, nous, c'est ce qu'on fait. Enfin, nous... Les entreprises, elles ont aussi un problème avec la jeunesse. Je pense qu'au niveau des parents, il faut qu'on arrête de dire à nos enfants qu'il faut qu'ils soient fonctionnaires. Et il faut qu'on leur explique que l'artisanat, c'est un super métier. Moi, j'adore les artisans. Tout à fait d'accord. Parce que la façon dont on voit l'apprentissage, c'est quelque chose de voie de garage. Moi, en tant que Sonia, quand on fait un coup de scie, c'est notre là, quand on fait un coup de scie. Non, il faut d'ailleurs un bureau. C'est ça. D'accord? Donc, et pour beaucoup de jeunes, on les voit comme une voie de garage. Allez, tu n'as pas réussi, outil. Tu n'as pas réussi, esthétique. Tu n'as pas réussi, alors que c'est le contraire. Alors que c'est le contraire. On a un métier qui est magnifique, qui demande qu'à être vraiment valorisé. Je sais, moi, dans l'émission, je reçois tout le temps des artisans qui sont des adultes accomplis et qui ont démissionné, qui sont des anciens juges, des anciens avocats, des anciens hauts fonctionnaires qui ont démissionné pour ouvrir leur boulangerie sans gluten. Non, ils passent tout le temps ici. Donc, oui, je pense qu'il faut qu'on fasse... Justement, qu'est-ce que vous comptez faire pour faire un travail sur cette mentalité, pour parler aux gens? Je ne sais pas, est-ce que vous allez faire des jeux pour les artisans, aller dans les écoles? Qu'est-ce que vous comptez faire pour ça? On en a parlé, on en a discuté. Il faudrait penser au moins 3 axes, c'est-à-dire sur le terrain, aller voir, avoir par exemple 2-3 personnes, je ne vais pas dire 2-3 personnes, je vais dire peut-être une personne de la Chambre des métiers, une personne organisation professionnelle, disons moi. Je vais voir l'artisan de façon à parler et de faire comprendre l'intérêt d'avoir un apprenti. Ça, c'est une première phase. Ça, c'est sur le terrain. Une deuxième phase. Bon, maintenant, c'est très simple. On se dit, bon, on va organiser peut-être tous les 2-3 mois une petite soirée avec vidéoprojecteur pour qu'on puisse expliquer à l'artisan, on y d'autres activités à manger là, 6 est là pour expliquer sur un rétroprojecteur qu'est-ce qu'on a, à quoi ça, où est-ce que ça, quel est l'avantage d'avoir un apprenti, quel est l'avantage d'aider cette personne-là à rentrer dans la vie. Parce que apprentissage, certes, mais il faut insérer après. Donc, j'ai parlé du terrain,
des petites choses à la chambre des métiers pour être en contact. Troisième chose, événement majeur, au moins 2 fois par an, un événement où on met en contact apprentis et entreprises artisanales. Et là, on parle de choses concrètes. Ça, c'est bien. Mais au moins, on a préparé que l'artisan, que l'apprenti. Et pour l'apprenti, j'ai oublié un petit point qui est hyper important pour l'apprenti. Par l'exemple, on a des artisans magnifiques en Guadeloupe, qui font un travail magnifique en Guadeloupe. Pourquoi ne pas les mettre en valeur via la communication, via des prospectus, via des petits jingles, tu sais. On est à l'ère du Facebook. Hey, on a un Facebook, la Chambre des métiers, ils ont un Facebook, c'est un Facebook qui reste toujours là, qui bouge pas. On peut travailler là-dessus. Je vois dans votre programme, vous parlez d'un meilleur ciblage des besoins des jeunes. Comment vous comptez faire ça? Alors, c'est très simple et je vais rebondir sur ce que vous avez dit, hein, que nos jeunes partent. Oui. Et c'est vrai. Alors, pourquoi? Et nous sommes tous collectivement responsables. Hein. Absolument. D'accord. Pourquoi? Parce que il y a 2 choses, en plus de ce qu'a dit Sonia, qu'il faut peut-être qu'on... Il y a aussi le problème des jeunes. Alors, aujourd'hui, le profil, ce sont des jeunes qui ont décroché. Donc, des jeunes MFR, ça ne veut pas dire que ce sont pas nos jeunes. Hein. Au contraire, il faut s'en occuper, donc il faut les réinsérer. Donc, mais pour ça, il faut peut-être trouver la bonne méthode. Parce que moi j'ai eu des apprentis chez moi pendant plusieurs années. Mais il y a quand même un travail à faire sur ce public-là. Je ne dis pas tout le public, mais ce public-là. Donc peut-être qu'il faudrait envisager une période de pré-apprentissage. Pré-apprentissage, donc pour le savoir-être de l'apprenti, du jeune qui va arriver dans l'entreprise, et aussi le savoir-faire. D'accord? Et puis après, et ça va peut-être orienter, enfin donner aux jeunes, en faisant ce jeune-là toucher à peu près plusieurs métiers. Et ça va permettre aux jeunes de se retrouver, de trouver peut-être la voie qui est la sienne. Hein. Et la deuxième chose, c'est il faut trouver le moyen de faire passer l'information, j'ai pas envie de dire en fin d'études, hein, mais quand le jeune commence à ne plus s'intéresser à l'école traditionnelle, eh bien, il faut peut-être commencer depuis là à... Bon, je ne sais plus s'il y a toujours le CIO, mais bon, les conseillers d'orientation, donc, et voir un petit peu orienter. Avant, ça existait parce qu'il y avait l'AFPA. Donc, on disait aux jeunes, bon voilà, on vous oriente vers l'AFPA. Et nos parents aussi, un peu quand vous étiez jeune, famille en dit, à part yon fait l'école, il fait un beau fait. Il fait mécanicien, il fait charpentier, il fait n'importe quoi. Et aujourd'hui, c'est des gens qui gagnent bien leur vie. Mais attends, mieux que les gens qui sont fonctionnaires. D'accord, mais il y a des gens qui se reconvertissent. Mais je vous ai dit tout à l'heure, on en reçoit tout le temps aussi. Donc c'est bien pour vous dire que l'artisanat, ça n'a rien à voir avec ce qui était avant. L'artisanat, c'est quelque chose de noble, c'est quelque chose où l'artisan, le seul inconvénient, c'est que nos artisans, et ça c'est dans notre programme, donc la proximité et l'accompagnement, donc il faudra former l'artisan à mieux définir un petit peu son prix de revient, parce que l'artisan travaille toute la journée, mais l'artisan nous oublie de facturer son temps de travail. Ça, faudrait les former sur ça. Oui. L'artisan oublie de facturer son temps de travail ou facture très peu de son temps de travail. Oh, il passe des heures. Alors, des fois, il se dit, ouais, mais si on met tout ça heure, on a payé acheter, on a payé point, on a payé donc quelqu'un d'autre, parce qu'effectivement, donc il faut faire un travail à ce niveau-là pour que les artisans soient en harmonie avec le prix du marché, de façon à ce que, eh bien, chacun retrouve un petit peu, du chiffre d'affaires et vive bien de son métier. Alors, le deuxième grand axe sur la formation, c'est quoi? La formation professionnelle, tout à l'heure que j'ai parlé. Le deuxième, c'est les apprentis dont on a déjà parlé.
D'accord. Et la formation professionnelle, en fait, englobe, c'est la formation professionnelle des artisans. Parce que l'artisan, tout le long de sa vie, continue à être formé. Et voilà, continue à être formé. Et au niveau de la Chambre des métiers, plus on avance, moins il y a des formations pour les artisans. Alors, et là, c'est un problème d'OP, d'organisation professionnelle. Parce que la formation continue pour les artisans, les responsables, ce sont les têtes, c'est-à-dire au niveau des OP. Et au niveau des OP, il y a un travail énorme qu'on va devoir faire, parce qu'on en a discuté, qu'on va devoir faire, c'est je pense qu'on a l'aptitude, on va pouvoir faire ça, réunir les OP pour revenir au cœur de notre chambre, pour leur faire comprendre que c'est là que ça se passe, puisque avec, en se mettant ensemble, on va pouvoir résoudre beaucoup de problèmes, énormément de problèmes. Alors, donc là, pardonnez-moi. Allez-y. Dans notre programme, il est question d'intégrer les OP dans la vie de la Chambre des métiers. D'accord. Alors, et ça rejoint un peu ce que disait Sonia, c'est-à-dire que aujourd'hui, on se rend compte que l'artisan, on doit monter en compétences. Et si on veut former bien nos apprentis, et quand un chef d'entreprise est bien formé, donc il est plus à l'aise dans son entreprise parce qu'il maîtrise mieux son métier, mais il maîtrise aussi mieux sa gestion, il maîtrise mieux les ressources humaines, il maîtrise mieux tout. Alors, moi je suis un exemple type. Un jour, je suis parti me former et je sais ce que ça m'a rapporté. Je suis délégué, mais je suis aussi maîtrisé un certain nombre de choses. Donc, les OP sont là, justement, dans leur métier respectif, pour savoir, pour faire remonter un petit peu les besoins de leur mandant, que ce soit mécanique, que ce soit en carrelage, que ce soit en climatisation. Donc, ils sont là pour dire, tiens, il y a un besoin de formation dans tel métier, il y a un besoin de formation dans tel métier. Et c'est ces OP-là, ces organisations professionnelles-là, c'est leur rôle. Et pour que les choses se fassent en toute symbiose et avec la Chambre de métier, donc il est important, parce que ils seront les courroies un petit peu de transmission entre les métiers et la Chambre de métier. D'accord, justement, c'est ce que j'allais vous demander, puisque ça fait partie de vos propositions, maillage direct du territoire par les organisations professionnelles, permettant de faire remonter les doléances des artisans. Donc ça, c'est dans votre partie aide au développement des artisans des îles Marie-Galante, des Irades, les Saintes. Qu'est-ce que vous comptez faire pour ces territoires? Eh bien, vous savez, ces territoires ont toujours été oubliés par la Chambre de métier. Alors, nous y sommes allés, mais nous avons aussi des gens chez nous qui sont de Marie-Galante. Alors, avant, on disait, on passe à Marie-Galante, on va voir les artisans pour voter. Non, on a décidé d'avoir quelqu'un de Marie-Galante qui sera une élue responsable des îles Marie-Galante, des Irades, les Saintes, et qui fera le pont entre la Chambre de métier et les îles de Marie-Galante. Alors, nous allons faire quelque chose d'extraordinaire, mais que nous allons faire aussi sur nos territoires, c'est-à-dire mettre en place des permanences. On ne va pas mettre en place des annexes, mais des permanences dans les îles Marie-Galante, les Saintes, des Irades, c'est-à-dire il y aura des agents de la Chambre des métiers, peut-être une fois par semaine, on va définir qui iront à Marie-Galante, qui vont être à la disposition des artisans de Marie-Galante, de la Désirade et des Saintes pour les accompagner, pour les aider dans leurs différentes démarches. L'artisan Marie-Galantais, est-ce que vous pensez que c'est normal que l'artisan prenne un bateau pour venir faire quelque chose à la Chambre? Et quelquefois, il arrive à la Chambre, eh bien, ces formalités-là ne peuvent pas être faites. Il a perdu une journée, il doit repartir, remonter. Non. Donc aujourd'hui, il y a la dématérialisation, il y a un certain nombre de choses, il y a un certain nombre d'outils. Eh bien, ce sera à nous, la proximité encore, ce sera à nous d'aller sur ces îles-là de façon à accompagner, à aider et aussi à entendre ce que les artisans marie-galantais, des Iradiens et Saint-Ouen auront à nous dire. Et ça va rapprocher parce qu'aujourd'hui, l'artisan s'est éloigné complètement de la Chambre. C'est ce que vous appelez la réappropriation de la Chambre des métiers par les artisans. Exactement. D'accord. Quels sont vos axes dans votre programme que vous voulez? Par exemple, vous êtes président demain, qu'est-ce que vous faites en premier? Alors, la première chose que nous ferons,
c'est de ramener un climat d'apaisement au sein de l'institution. Parce que là, c'est critique. Ouais. Oui, donc, parce que si l'équilibre, si les gens ne se sentent pas en confiance, s'il n'y a pas un climat apaisé, s'il n'y a pas... comment je peux vous dire ça? Quelque chose qui puisse donner de l'espoir, que ce soit aux artisans, mais aussi aux administratifs. Mais et surtout aux grévistes, vous avez entendu qu'ils demandent à ce que toutes les personnes qui se présentent viennent. Qu'est-ce que vous répondez à ça? Eh bien, écoutez, je ne réponds rien. Pourquoi? Pour la simple et bonne raison. Aujourd'hui, la Chambre a une commission provisoire. Mais vous savez qu'en réalité, il y a beaucoup de choses qu'ils ne peuvent pas faire et ils ne prennent pas toutes les décisions. Je suis d'accord avec vous. Mais eux, ils ne rêvent pas de devenir président. Ils s'en fichent. Comprenez. Quand je dis je ne peux rien faire, est-ce que si moi je pars et je me pointe à la Chambre des métiers et je dis aux grévistes, bon, venez m'écouter. Non. Eux, de toute façon, ils vont vous dire non. Je sais. Ils veulent les mais c'est pour vous dire que il faut est-ce que ça vous dit d'aller dans ce sens ou pas? Parce que les jeunes, déjà, ils partent. Donc, je sais pas si les grévistes réalisent vraiment quand même que nos jeunes partent. Mais vous savez, c'est quand même, je sais pas. Enfin, je sais pas. Je pose la question. Non, ça dénote quand même qu'il y a un vrai malaise au sein de la Chambre des métiers et depuis plusieurs années. Donc, ça fait 5 ans, 4 présidents en 5 ans, c'est ça? Oui, 5 présidents. Mais alors, ce que les grévistes vous disent, ils vous disent que ce sont des choses des revendications qui datent déjà. Qui datent, oui. Et pourquoi ça n'a jamais été... Enfin, pourquoi il n'y a jamais... C'est illégal ce qu'ils demandent? Ben, écoutez... je ne suis pas syndicaliste, mais je pense que s'ils le réclament, c'est qu'ils ont le droit. Vous, par exemple, vous avez été à la Chambre. Mais je ne me suis pas occupé de cette partie-là. Pourquoi est-ce qu'en 5 ans, ils ont eu 4 présidents, 4 ans, ils ont eu 5 présidents qui sont passés. Pourquoi aucun président n'a pu accéder à leur doléance, du coup, finalement? Qu'est-ce qui se passe? Je sais pas, on va les faire venir. On a une émission spéciale pour les artisans. Non, vous savez que on va les faire venir aujourd'hui, je dis, il faut être à l'écoute. Alors, quand on n'écoute pas ou quand on n'entend pas, c'est compliqué. Donc aujourd'hui, il y a un problème. Ce malaise existe depuis trop longtemps. Donc il faut écouter. J'espère qu'au niveau de la Chambre, on a tous conscience collectivement que nous sommes dans un réseau national. Oui. Ça veut dire que demain, CMA France peut dire en bon et la Guadeloupe, je ferme la Chambre de... Est-ce que les artisans guadeloupéens et les jeunes guadeloupéens méritent ça? Ça, c'est ma question aujourd'hui. Alors, moi, en tout cas, si je suis devant vous aujourd'hui avec Yvelise et Sonia, c'est bien pour justement éviter ce genre de choses. Parce que même si... parce que là, ça nous pend au nez quand même un petit peu. Ils se sont quand même déplacés et ils ne vont pas revenir pour rien. D'accord, même si les autres vous disent. Parce que, en fait, il y a plein de choses qui existent à la Chambre de métier qu'aujourd'hui, tout le monde découvre. Et tout le monde dit, bon voilà, je vais faire. Même ceux que ça fait 20 ans, ça fait 15 ans. Oui, je vois, j'ai reçu des gens qui étaient là, qui sont là. On m'a dit, mais ça fait 15 ans qu'il est à la Chambre des métiers. C'est aujourd'hui qu'il a un programme. D'accord. Oui. Les gens me disent ça dans la rue. Je suis désolée. Non, il faut quand même le signaler ça. D'accord? Oui. Bon, alors, nous arrivons et nous avons jugé utile qu'il y en avait marre. Il fallait changer les choses, il fallait proposer autre chose, il fallait s'occuper de cette chambre-là, mais ramener cette chambre-là au niveau qu'elle devrait être. Atteindre l'excellence, que ce soit en termes de formation, que ce soit en termes de notoriété, que ce soit en termes de représentation. On ne peut pas profiter d'une chambre et c'est tout. Surtout que, franchement, moi, mes émissions, je présente des Guadeloupéens qui sont excellents dans tous les pays. J'en ai marre de présenter des Guadeloupéens qui sont bons partout, sauf en Guadeloupe. Parce qu'ils ne peuvent pas travailler, ils ne peuvent pas avoir de formation. Ils n'ont pas envie de venir dans une chambre tous les 2 jours, c'est bloqué, leurs parents en ont marre, ils font partir leurs enfants. Alors moi, j'ai une question, parce qu'il y a un point que vous avez soulevé que je trouve très intéressant, la séparation physique de la chambre avec le CFA. Vous dites que c'est quelque chose qui émerge dans vos échanges avec les artisans. Absolument. Qu'est-ce que vous voulez faire? Qu'est-ce que c'est? Alors, vous êtes déjà allé à la chambre oui. Vraisemblablement. Oui. Est-ce que quelquefois vous rentrez à la chambre et vous avez l'impression, je ne prodigue pas d'insultes, enfin quand je dis d'insultes vis-à-vis des apprentis, mais vous avez les apprentis, oui, tout le monde
un peu dans l'enceinte, on ne sait pas. Je Alors, vois. si vous êtes peut-être juste habillé en jean avec un t-shirt, on risque de vous confondre avec Un avec élève, un élève. un Donc, apprenti, quoi. non, tout ça, c'est pas sérieux. Je crois que les chefs d'entreprise ont besoin de représentativité. Ils ont besoin de Parce que sentir. ça, où est-ce que vous allez? Parce qu'on ne va quand même pas construire un CF. À moins Non, que vous vous dites a- vous le faites avec un non, vous matériau avez- biosourcé. Moi, je cours, Non, vous- je filme tout ça et je vous dis oui, on y va. Non, vous avez pas. Non, vous savez, c'est pas démolir le bâtiment et reconstruire, c'est pas ça. C'est faire des choses pratiques. La séparation, c'est quoi? C'est séparer. Ça veut dire que vous avez les apprentis doivent rentrer d'une certaine manière parce qu'ils ont accès à, je dis n'importe quoi, les salles, l'espace qui leur sont Alloué. réservés, alloués sont par là. Donc, et puis, vous avez quand même des portes d'accès pour que l'administratif mais que ça doit être matérialisé. On ne peut pas arriver quelque part et ne pas se dire, mais je ne comprends pas, mais tout ce type-là. Donc, le chef d'entreprise a besoin de sentir qu'il est à sa place. Et à la chambre de métier, c'est indispensable. Un chef d'entreprise ne peut pas arriver et il a l'impression de quémander. Arriver quelque part, il est en train de quémander. Non. Alors, on passe n'importe où, en Guadeloupe, et je ne parle même pas des institutions, mais peu importe là où vous passez, vous allez toujours voir l'espace qui est matérialisé pour recevoir les chefs d'entreprise, pour recevoir. Donc, il faut que à la chambre de métier, qu'on arrive à ce stade-là. D'accord. Alors, est-ce que vous voulez rajouter encore quelque chose? Eh bien, écoutez... Allez-y, mesdames. Madame vous avez la Yves-Lise, parole. Alors, je souhaiterais revenir justement sur l'information qu'il faut donner aux jeunes, parce que, comme vous avez bien dit, il y a un problème. Enfin, les artisans souvent disent que c'est généralement c'est le jeune, c'est l'apprenti qui pose problème, et c'est la raison pour laquelle ils ne prennent pas. Ça ils ne prennent remonte pas l'apprenti. exactement. Moi, les gens me Voilà. disent beaucoup ça. On a maintenant la 3e prépa pro. Des enfants, des jeunes qui sont au collège, qui ont de bonnes capacités, mais qui n'ont pas envie de suivre une filière longue, qui n'ont Ça, pas c'est envie d'aller bien, à ça. l'université, d'aller au bac, etc. On les dirige vers de la prépa pro. Alors, naturellement, il y en a aussi qui ont des difficultés. Il n'y a pas que ceux qui ne veulent pas faire la filière longue. Je pense qu'il serait intéressant, dès la 3e prépa pro, d'aller informer, parce que ces enfants-là, justement, ont beaucoup de stages à faire et on leur demande de faire des stages dans des milieux différents pour qu'ils puissent toucher un peu à la vie active et avoir une idée sur quoi se diriger pour la suite professionnelle. Donc, je pense qu'il serait très important et intéressant que la Chambre des métiers puisse avoir un accès dans ces différentes écoles, dans ces différents collèges, aller à la rencontre des jeunes, leur expliquer un peu, c'est quoi la Chambre des métiers, à quoi ça sert, où est-ce qu'on est situé, qu'est-ce qu'on propose comme formation, voilà, quelles sont les démarches à mettre en place et en même temps faire un partenariat justement avec les artisans, proposer une liste d'artisans prêtes qui seraient d'accord à accueillir ces jeunes justement au sein de leur entreprise pour leur permettre de faire un stage. Le stage, il n'est pas long. Généralement, c'est une semaine. Une semaine. Voilà. Donc, alors là, je valide totalement. Faire un stage. Les prendre avant qu'ils décrochent. Mais oui, voilà. Je pense que c'est dès là qu'il faut prendre ces jeunes. Et si ils sont formés dès la 3e, je ne vois pas pourquoi ça ne peut pas être un bon apprenti. D'accord. C'est pas quand ils ont décroché qu'il faut essayer de tout faire. C'est pour ça. Bon, voilà, c'est là que c'est beaucoup là, plus difficile. Je valide totalement, surtout ça parce que c'est aussi, il faut qu'ils soient passionnés aussi. Hein, il faut transmettre cette passion-là. Et si dès la 3e, là, c'est vraiment le moment, quoi. Exactement. Donc, merci beaucoup. Moi, j'ai des informations rapidement, 1 minute. Est-ce que vous avez quelque chose d'autre que vous voulez rajouter? Moi, j'ai des informations à faire passer. Allez-y. Je tiens à rajouter une chose. Ça me tient vraiment à cœur de pouvoir travailler pour les personnes en situation de handicap. Et les personnes âgées aussi. Ça, c'est quelque chose... Filière à développer. Voilà, de très, très important. On a des personnes en situation de handicap, visibles ou non visibles, qui ont des mains, qui ont des pieds, qui ont un savoir-faire, mais extraordinaire, qui n'osent pas parfois venir se déclarer à la Chambre des métiers parce que ils ne voient pas en fait comment avoir accès, ou alors qui se déclarent tout simplement, qui font leurs affaires de leur côté, mais on n'entend pas parler. Et pourtant, ils ont de super potentiels. Moi, je suis vraiment personnellement, moi, c'est une des choses qui me tient à cœur, c'est de travailler avec les personnes en situation de handicap, avec les artisans et montrer aux gens en situation de handicap qu'ils peuvent devenir artisans parce qu'ils ont des capacités. Exactement. J'ai une autre chose à rajouter, moi. Alors, allez-y, rapidement. Allez-y. Oui, alors,
Je comptabilise 30 ans dédiés à la formation au niveau des différents diplômes nationaux. D'accord ? Je trouve inadmissible qu'à la Chambre des métiers, qu'on n'a pas de filière couture. Et je suis d'accord avec vous. Et pourquoi on n'a pas notre textile avec le Vanasse qui n'est même pas fait chez nous? Voilà. Alors qu'on a des bananes partout là. On n'a pas de filière déjà pour apprendre. Apparemment, je dis apparemment, donc à la Chambre... vous totalement à notre programme. Non, pas du tout. Ne faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Apparemment, au niveau couture, il y a tout ce qu'il faut au niveau de la Chambre, au niveau matériel, mais pas d'enseignants. Pour pouvoir préparer. Bon, je veux vous dire, ça fait 30 ans aussi que j'ai créé une structure qui s'appelle Capsule Mode. C'est impressionnant comment ils sont doués en Guadeloupe, en dessin et en couture. C'est impressionnant. J'ai formé un stylisme, mais comme on dit, ça restait sous le cul. Donc, il y a des choses à faire. Mais il faut que ça soit en Guadeloupe parce qu'il a pu développer son travail, devenir riche. Non, d'accord. Il va falloir remédier à ça dans les années à venir. Alors, information à vous faire passer, ça va s'afficher. Formation travail en hauteur. Il y a une formation de 2 jours, 14 heures, qui aura lieu le 24 et le 26 octobre 2021. Donc, le programme, c'est les risques de chute de hauteur, législation et réglementation en matière de travail en hauteur, les protections collectives, les protections individuelles. Donc, tarif 440 €. 440 €. Mmh. Possibilité de prise en charge au PCO ou... OPCO. Ah ben voilà, OPCO, exactement. Et ben voilà, c'est très très bien. Donc vous appelez Madame Sandrine Monsigny au 06 90 41 18 51 ou bien sur le fixe le 80 23 33. Très important à faire comme formation parce qu'on en a de plus en plus besoin, surtout avec que ce soit tous les centres commerciaux, les travailleurs dans les bâtiments, tout. Deuxième information, donc pour le travail en hauteur, c'est toujours le même travail, mais c'est pour acquérir les connaissances et la maîtrise dans les choix et l'utilisation des équipements de protection individuelle et des systèmes d'arrêt des chutes. Donc, comme je disais tout à l'heure, très très important parce qu'il va falloir, comme on vous l'a dit, il y a beaucoup de choses à faire en Guadeloupe, donc il va falloir que vous sachiez comment être en toute sécurité sur le matériel et communiquer de presse. Ça commence, c'est déjà la galère. Donc attention, urgent, à l'occasion des élections de la Chambre des métiers, ça va s'afficher, vous allez voir, et de l'artisanat qui se déroule en ce moment même, donc jusqu'au 14 octobre. Et en raison des fraudes déjà signalées et tentatives d'intimidation ou d'agression à l'encontre des postiers de Guadeloupe, donc il y a déjà des signalements qui ont été faits au préfet et au procureur de la République. Les Guadeloupéens, s'il vous plaît, arrêtez de nous faire honte. Moi, je le dis clairement, arrêtez ces trucs-là, ça. La Chambre des métiers de l'artisanat, du coup, demande aux artisans de privilégier le vote électronique. Est-ce que vous croyez qu'on est en Afghanistan ici ou bien qu'on est, je ne sais pas dans quel pays, pour aller frapper le gars de la poste parce que le choix de la personne qui a voté ne vous plaît pas? Non. Mais le postier n'a pas. C'est à cause de ça que les jeunes partent. Ça, c'est une des raisons pour lesquelles les jeunes partent. Et moi, je les comprends. Ça fait 10 ans que je milite pour le retour. Qu'est-ce que je vais dire aux gens lundi, là? Je vais dire aux gens, revenez dans ça, franchement. Est-ce que vous avez encore un mot? Allez-y. Rassurez-vous, c'est pour ça que nous sommes là, justement, pour éviter que les jeunes partent, pour éviter que toutes ces choses continuent et une nouvelle voie pour l'artisanat. Alors, je vais juste lancer un message aux artisans indécis. Parce qu'il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup qui, quand ils reçoivent leur matériel, ils mettent ça à la poubelle. Eh bien, faites-nous confiance. Faites confiance à l'équipe Une Nouvelle Voie pour l'Artisanat et vous allez voir que nous allons changer les choses. Parce que nous en avons marre de ces réactions, toutes ces choses qui non seulement salissent notre département, mais salissent aussi notre institution. Parce que chaque fois, ils vont dire, mais c'est toujours en Guadeloupe, c'est toujours en Guadeloupe. Et du coup, qu'est-ce qui va se passer? Ils vont fermer la Chambre des métiers et nos jeunes vont devoir aller en Martinique ou en Guyane. Rassurez-vous, pour que cela n'arrive, artisans, chers collègues, eh bien, choisissez une nouvelle voie pour l'artisanat, votez de façon électronique, mais choisissez une nouvelle voie pour l'artisanat. Comme ça, vous serez sûr que ces choses-là n'arriveront plus. Merci.
Bon, ça, c'est le dernier mot du président. Nous, on se retrouve vendredi. Comme vous savez, il n'y a pas d'émission demain. Je crois qu'il y a le préfet ou je ne sais plus. On se retrouve vendredi avec la dernière liste de Gabriel Foy qui s'appelle Artisans en action, il me semble. Ce soir, surtout pour les artisans, rendez-vous avec Yves-Lise Boissé qui reçoit les 4 candidats pour un débat. Et mes gros yeux vont être collés sur l'écran pour regarder ce que vous allez nous proposer, les artisans. Votez bien parce qu'après ça, on va pas venir pleurer comme on a fait, vous avez vu, pendant 3 ans on a pleuré pour voir comment ça se passe. On a fait des émissions pour essayer de vous arranger, on va pas faire ça tout le temps, hein. Alors, donc regardez bien l'émission et après votez bien, mais l'émission après nous faut qu'on avance, on peut pas faire encore 5 ans de pleurs, donc il va falloir qu'on voit, qu'on se tourne vers le futur. Donc bon courage à tous et à vendredi. Merci beaucoup. Merci de votre participation.